Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence J'aime en débat. Donc après Monsieur Fillon et Monsieur Lassalle, nous avons l'honneur d'accueillir un ancien ministre de l'Intérieur et un soutien de Monsieur Sarkozy aujourd'hui, Monsieur Claude Guéant. Il sera donc interviewé par Guillaume et Enguerrand, juste ici. Avant de laisser la parole à Monsieur Guéant pour une courte introduction, je laisse la parole à Aurélien pour le billet d'humeur. Bonne conférence à tous. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à cette conférence J'aime en débat qui a le plaisir d'accueillir un invité de marque. Son nom, Guéant. Son prénom, Claude. Ses surnoms, le cardinal, ou encore le Premier ministre bis sous l'ère Sarkozy. Déjà là, ça pèse. Sa profession, ici, ça devient plus compliqué. En effet, Monsieur Guéant, à peine diplômé de l'ENA en 1971, que commence votre grand chelem de la haute fonction publique. En cabinet de préfecture, aux affaires économiques de la Guadeloupe, au ministère de l'Intérieur, en sous-préfecture, avant de devenir préfet des Hautes-Alpes en 1991. Préfet, vous le serez à de multiples reprises, notamment en Franche-Comté et en Bretagne. Mais parfois, il arrive des rencontres qui changent une vie. Il suffit de trouver la bonne personne. Vous savez, quelqu'un qui sait vous comprendre, qui vous accepte comme vous êtes et vous fait donner le meilleur de vous-même. Nicolas Sarkozy. Vous en êtes son directeur de cabinet, son bras droit au ministère de l'Intérieur, son directeur de campagne et son secrétaire général de l'Élysée. Enfin, vous devenez ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en 2012. En somme, Monsieur Guéant, on a eu la chance de vous avoir partout où il fallait. Gap, Besançon, Rennes, Paris, Tripoli. Ah, que de belles aventures avec Monsieur Sarkozy. Ensemble, vous avez fait les 400 coups. D'ailleurs, en 2012, vous devenez avocat. Oui, parce qu'après tout, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Bon, malheureusement, cette belle époque est révolue. En 2012, toujours, votre champion doit quitter l'Élysée et vous perdez les législatives de la 9e circonscription des Hauts-de-Seine, battue par un membre de votre parti. Et oui, car depuis la chute de son grand chef, la droite est une vraie bataille navale, avec ses gros poissons, ses abordages, ses mutineries et ses cales creuses. Typiquement ce que peignait Andries von Hervelt. Ah, si seulement ça valait 500 000 € de tableaux comme ça, on vous aurait laissé tranquille. Mais ce qui fait la valeur des choses est souvent question de subjectivité. Allez, disons que c'est comme les civilisations, Monsieur Guéant, tous les tableaux d'Andries von Hervelt ne se valent pas. Et maintenant, quel futur pour Claude Guéant ? Peut-être votre expérience a nourri en vous des ambitions présidentielles pour 2022. Vous seriez l'éminence grise passée sous la lumière des projecteurs, mais pas blanc comme neige pour autant. En regardant les cadeaux que recevait Valéry Giscard d'Estaing, les cachotteries de François Mitterrand, les magouilles de Jacques Chirac et même les virées nocturnes de notre président normal pour aller voir sa belle, on se dit que traîner de belles casseroles ici, ça mène à tout. Mais c'est donc une bonne nouvelle. Vous êtes dans le bon pays pour exercer les plus hautes fonctions de l'État. Et puis, même si l'extrême droite l'emporte en 2017, je ne pense pas que Le Pen vous considère comme un centriste. En tout cas, vous avez dessiné une carrière impressionnante au service de notre pays. Vous connaissez parfaitement les arcanes du pouvoir et les questions stratégiques. Particulièrement dans ce contexte de menaces terroristes, votre point de vue d'ancien préfet et d'ancien Premier ministre de l'Intérieur, est le bienvenu. Alors j'espère, oui, ne pas trop vous avoir froissé, car un billet d'humeur, c'est comme Kadhafi. Au début, c'est sympa, mais après, on veut vite en finir. Monsieur Guéant, nous vous remercions de votre présence et vous souhaitons la bienvenue à Grenoble École de Management. Bonne conférence à tous.
Bien, bonsoir à tous et merci de l'accueil que vous me réservez. Merci aussi de votre invitation. J'ai compris que vous aviez reçu récemment François Fillon. Vous avez, il y a un peu plus longtemps, reçu Alain Juppé dans votre école. Et nous sommes à quelques jours des primaires de la droite et du centre. Alors, j'ai pensé que puisque Nicolas Sarkozy n'avait pas eu la possibilité de venir, parce que vous ne l'avez pas invité, peut-être d'ailleurs, il me revenait de parler, moi aussi, des primaires, et de vous dire les raisons, mais ça ne sera qu'une introduction, je suis ouvert évidemment à toutes les questions que vous souhaiterez me poser ensuite, vous dire les raisons pour lesquelles, pour ma part, clairement, je voterai Nicolas Sarkozy au premier tour dimanche prochain, et j'espère au deuxième tour le dimanche qui suivra, le 27 novembre. Mais surtout, je voudrais vous dire les raisons qui m'amènent à faire ce choix. Je vois trois raisons principales. La première, c'est que Nicolas Sarkozy a un bilan qui est celui de son quinquennat entre 2007 et 2012. Et ce bilan, je l'illustrerai à partir de 4 considérations. D'abord, Nicolas Sarkozy a été, pendant cette période, un homme d'État capable d'affronter des crises majeures, et par conséquent, on sait qu'il est capable d'affronter des crises majeures qui, après tout, peuvent toujours survenir. Vous êtes dans une école où on se préoccupe évidemment beaucoup d'économie, y compris de macroéconomie, j'imagine, et les signaux d'alerte sur l'équilibre de la finance mondiale se font de semaine en semaine plus pressants, plus alarmistes. On ne peut pas exclure que nous ayons à nouveau un krach. Or, je me souviens de 2008, vous vous souvenez aussi de 2008, la crise des subprimes, la faillite de Lehman Brothers que les États-Unis laissent faire, et puis une crise considérable dont tous les observateurs ont dit qu'elle était la plus grosse depuis la crise des années 30. Et effectivement, elle est considérable. Et je me souviens de ces réunions qui avaient lieu à l'Élysée, parce que la France exerçait la présidence de l'Union européenne pendant ce semestre-là, avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Ils étaient, c'est le moins qu'on puisse dire, complètement désemparés, complètement perdus. Ils ne savaient pas comment ça avait pu arriver. Il faut dire que les économistes ne le savaient pas davantage. On a juste trouvé un économiste qui avait fait un article prémonitoire quelques mois auparavant, mais il était bien le seul. Et il ne savait pas quoi faire. C'était, je peux vous l'assurer, la panique. Et c'est lui qui a exercé un rôle aidé, il est vrai, par Gordon Brown, le chancelier de l'échiquier du Royaume-Uni, un rôle décisif pour remettre la finance européenne et la finance internationale sur les rails et éviter la catastrophe. Pour ça, il a fallu être lucide, il a fallu faire un diagnostic, il a fallu aussi déterminer ce qu'il convenait de faire et il a fallu convaincre. Les mesures principales ont été de sauver toutes les banques. Tous les pays de l'Union européenne ont été incités par ces soins à ne pas laisser une seule banque s'effondrer. Pour certains d'entre eux, ça a entraîné des décisions absolument inhabituelles et même inattendues. Le Royaume-Uni, par exemple, a nationalisé Royal Bank of Scotland, ce qui est tout à fait extraordinaire. Et je crois que c'est encore largement à capitaux publics aujourd'hui que cet établissement. Pour ce qui est de la France, il a recapitalisé les banques au niveau de 40 milliards d'euros, apporté une garantie de 330 milliards. Je dois dire au total que ça a été pour nous, pour l'État, je veux dire pour les finances publiques, une aubaine, parce que le taux des capitaux prêtés était à 9%, si bien qu'on a gagné 3 milliards dans l'opération. Mais enfin, c'est dire qu'il fallait convaincre, il fallait faire. Et dans le même temps, il fallait aussi maintenir une activité en France. Donc des mesures de relance qu'on lui reproche aujourd'hui parce que ça fait effectivement de l'endettement supplémentaire, mais on ne pouvait pas accepter un effondrement de l'activité et un effondrement de l'emploi par conséquent dans notre pays. Le résultat, c'est qu'en 2009, eh bien, certes, il y a eu une petite récession en France de 2,5%, mais ceci dit, le PIB dans le même temps en Allemagne chutait de 5%. Donc, il a fait effectivement la démonstration de sa capacité à tenir dans la tempête,
J'évoquerai aussi, mais juste d'un mot, la crise géorgienne qu'il a eu à affronter, sur laquelle il s'est démené jusqu'à obtenir l'apaisement entre la Géorgie et la Russie. Ça aurait pu très très mal tourner. Deuxième considération, c'est quelqu'un qui prodigue, sème des idées. C'est un infatigable semeur d'idées. Le G20, c'est lui. Il en a eu l'idée précisément à cause de désordre de la finance et de l'économie internationale, a constaté qu'aucune institution n'existait, et surtout pas les Nations Unies, susceptible de s'occuper des problèmes économiques du monde. Donc il a proposé, d'abord au président des États-Unis qui a hébergé la première réunion à Washington, il a proposé qu'il y ait une vingtaine de pays qui comptent, qui se réunissent, qui représentent entre 85 et 90% du PIB mondial. Ça ne veut pas dire que tout marche bien au sein du G20, mais cela étant, c'est quand même pour la première fois qu'on a une instance où on peut parler des problèmes économiques et financiers du monde. Le gouvernement économique de l'Europe, qui était tout à fait indispensable, c'est aussi son idée. On a souvent crédité Madame Merkel, mais c'est au départ l'idée de Nicolas Sarkozy. Et je me souviens des efforts que tous autour de lui, nous avons pendant une année dû déployer auprès du gouvernement allemand pour le convaincre de se rallier à cette idée. Le Grand Paris, qui est une chance formidable pour notre pays, qui va changer la physionomie de la capitale, et pas seulement dans son système de transport, c'est lui. Le Fonds stratégique d'investissement, c'est lui qui l'a créé aussi, qui est repris aujourd'hui par la Banque publique d'investissement avec une inclusion dans ses compétences de l'ex-OSEO, mais à l'origine c'est bien lui, de la même façon que la politique d'investissement productif, faisant suite à un grand emprunt de 35 milliards, c'était lui aussi. Et d'ailleurs, ça n'a pas été renié par le gouvernement de M. Hollande qui lui a succédé, ça a été confirmé et même prolongé. Troisième considération, c'est un homme de courage. Il a mené un certain nombre de réformes qui n'étaient pas faciles de conduire. Évoquons par exemple le service minimum dans les transports. Aujourd'hui, ça va de soi. Bon, on ne pouvait évidemment pas supprimer la grève dans les services publics, puisque la grève est un droit de nature constitutionnelle. Il n'empêche que ça va moins mal aujourd'hui quand il y a une grève que ça n'allait autrefois. Alors bien évidemment, quand c'est fait, ça va de soi. On a l'impression que c'était très facile. Mais on a dû affronter quand même des mouvements sociaux considérables. Il les a délibérément affrontés par ceux qui considéraient qu'il fallait le faire. Réforme des universités, pareil, là aussi, ça a été assez difficile. Il y avait des oppositions importantes du monde universitaire et étudiant. Ça a été fait et personne n'est revenu dessus. Et c'était une réforme qui était attendue par les gouvernements de droite comme de gauche depuis une trentaine d'années. Tout le monde avait envie de la faire. Autre exemple, la réforme des retraites en 2010. La réforme des retraites, c'est quelque chose qui n'était pas inscrit à son programme, parce que quand il a été candidat en 2007, le régime n'était pas déséquilibré. Il s'est déséquilibré par la suite, il fallait le sauver. On a eu des grèves et des manifestations considérables, mais cela a été fait quand même. Et puis, quatrième considération, pour illustrer qu'il a un bilan, c'est que c'est quelqu'un qui a obtenu des résultats. Il s'est d'ailleurs toujours, dans ses fonctions successives, doté de moyens d'obtenir des résultats, de moyens que vous devez étudier dans cette école pour le monde de l'entreprise, mais qui sont rarement utilisés dans les systèmes publics de gestion des administrations ou des politiques. Par exemple, au ministère de l'Intérieur, ça a parfois été dénoncé sous le nom de politique du chiffre, simplement il fixait des objectifs au service, des objectifs qui devaient être atteints. Si on constatait qu'il y avait une hausse des cambriolages de 5%, eh bien, le ministre décidait on va réduire de 5% ou de 6%. Et tous les services s'appliquaient à ce qu'il en soit ainsi, en mettant en œuvre des innovations méthodologiques, en mettant le paquet, si vous me permettez l'expression, pour que les résultats soient obtenus. De la même façon que, mais cela a été quelque peu bouleversé ensuite par la crise, quand il est devenu président de la République, il a fait des ordres de mission, des lettres de mission, plus exactement, ordre de mission c'est un peu trop militaire, pour chacun des ministres du gouvernement, qui étaient co-signés avec le Premier ministre, afin de fixer des objectifs aux ministres. C'était tout à fait nouveau.
et c'était susceptible de grands résultats. Malheureusement, la crise a changé un peu les choses. Ça n'était pas facile, effectivement, de dire vous allez me réduire le taux de chômage de X%, alors même que la crise sévissait et frappait notre pays. Mais je citerai juste quelques chiffres de cette période, parce que, en plus, je voudrais réparer une injustice. On en parle rarement de ces résultats. La croissance de 2007 à 2011 est, malgré la crise, plus 3,8% en volume. Et je compare entre 2012 et 2014, plus 1,1%. Le pouvoir d'achat entre 2007 et 2011, de l'ordre de 6,6% de croissance. De 2012 à 2014, plus 0,1%. Depuis, il y a un léger mieux, je ne veux pas le contester. Ce léger mieux, on sait bien à quoi il est dû. Il est dû en fait à la baisse des prix du pétrole, qui évidemment ne dépend en aucune façon des politiques qui sont mises en œuvre par le gouvernement. Quant à l'emploi, c'est vrai que, crise aidant, le chômage a augmenté en France entre 2007 et 2011, mais il était à 4,5 millions de demandeurs d'emploi en 2011, à la fin de 2011. Fin 2015, il était, France entière et toutes catégories confondues, à 5,7 millions. C'est quand même une évolution tout à fait considérable. La deuxième raison pour laquelle je le soutiens, c'est que c'est quelqu'un qui tient ses promesses. Et là encore, il faut réparer une injustice parce qu'on entend souvent, et c'est même devenu un lieu commun, qu'il aurait trahi ses promesses. Non, il a scrupuleusement tenu ses promesses, mais sans doute attendait-on de lui plus que ce qu'il avait dit, ce qui en même temps atteste de la confiance ou de l'espoir que les gens plaçaient en lui. On dit par exemple qu'il n'a pas supprimé les 35 heures. C'est vrai, mais dans le contexte de l'époque, je dis dans le contexte de l'époque, parce qu'en politique, il faut aussi savoir à un moment donné jusqu'où ne pas aller trop loin. Dans le contexte de l'époque, les choses changent. Il avait simplement promis d'alléger les charges et les taxes sur les heures supplémentaires, à la fois pour les salariés et puis pour les employeurs. Ce qui se traduisait par un coût de l'ordre de 5 milliards par an, bénéficiant à 9 millions de personnes qui en fait touchaient un 13e, voire un 14e mois dans le bâtiment et les travaux publics, secteur toujours très sensible. Et souvenons-nous que même les professeurs bénéficiaient d'un 13e mois grâce à ce dispositif. Il a bien supprimé la quasi-totalité des impôts sur les successions. Il a bien diminué, comme il l'avait annoncé, l'effectif des fonctionnaires de l'ordre de 150 000. Il a fait baisser, sous ses casquettes successives de ministre de l'Intérieur et de président de la République, la délinquance et la criminalité dans des proportions considérables, moins 17% en une dizaine d'années. Alors c'est un chiffre qui est sec, qui n'exprime pas grand-chose, mais moins 17%, ça fait 630 000 victimes de moins au terme de la période quand on compare au début de la période. En termes de douleur personnelle pour les personnes, pour nos concitoyens, c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait considérable. Et même dans le domaine social, on a dit souvent, c'est le président des riches, des réformes considérables, des progrès considérables ont été faits. J'entendais, voici quelques semaines, le gouvernement se féliciter d'une augmentation du minimum vieillesse de quelques euros. Bon, Nicolas Sarkozy a augmenté le minimum vieillesse et l'allocation adulte handicapé de 25%. C'est quand même autre chose que quelques euros. Troisième raison, c'est que, à mon avis, il est le seul à avoir pris à bras-le-corps, avec lucidité, courage, détermination, les problèmes les plus importants que notre pays affronte et doit affronter. C'est vrai, bien sûr, dans le domaine économique, mais dans le domaine économique, je dirais que les candidats de droite ont, grosso modo, des propositions qui sont assez voisines les unes des autres. Bon, ils proposent, par exemple, la diminution de la dépense publique d'une centaine de milliards sur la période. Ils proposent une nouvelle réduction du nombre des fonctionnaires de l'ordre de 300 000 à partager entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. Ils proposent un recul
de l'âge de départ à la retraite, en 2 étapes d'ailleurs, 63 ans en 2020 et 64 ans en 2025, une exonération des charges au niveau du SMIC. La différence par rapport à ses compétiteurs de droite, c'est qu'il a gardé la conviction qui est la sienne de faire en sorte que le pouvoir d'achat puisse augmenter ou ne soit pas édulcoré. C'est ainsi qu'il est le seul à proposer une diminution importante de l'impôt sur le revenu. Il propose une diminution de 10%, ce qui se traduit par un coût d'ailleurs, qui est de l'ordre de 7 milliards d'euros. Il est le seul à proposer que l'augmentation du temps de travail des fonctionnaires soit compensée par une augmentation de leur rémunération, à due concurrence du nombre d'heures supplémentaires effectuées. Et de la même façon qu'au niveau des entreprises, il propose que le temps de travail soit négocié à l'intérieur de l'entreprise. Ses concurrents proposent des dispositifs à ses voisins, mais lui propose en plus que ce soit au sein de l'entreprise que soit déterminé le seuil à partir duquel on compte les heures supplémentaires. Excusez-moi, monsieur Guin, je me permets juste de vous interrompre, oui, parce qu'on risque de dépasser le temps. Alors je vais aller vite. Je vais aller vite. Mais j'avais l'impression d'aller vite, mais bon, encore plus vite alors. Bon, mais quand je dis qu'il est le seul à prendre à bras-le-corps les problèmes les plus importants, je voudrais vous faire part de ma conviction à moi, vous n'êtes pas obligé de la partager, mais elle est très profonde en moi, c'est que, certes, les Français s'intéressent à l'emploi, s'intéressent aux impôts, etc., mais que le plus important pour eux, c'est la question de leur identité. Autrement dit, la question de savoir ce que sera leur pays et la question de savoir ce que les candidats à l'élection présidentielle leur préparent comme avenir. Quel sera leur pays? Et il est le seul à dire un certain nombre de vérités. Les choses, il faut bien s'en rendre compte, sont difficiles à cet égard. Il y a un certain nombre de quartiers où la situation est, je n'hésite pas à utiliser le terme, très grave. Bon, peut-être avez-vous lu les écrits d'un grand universitaire qui s'appelle Gilles Kepel sur le sujet, qui décrit la réalité communautariste de certains quartiers. Communautariste, c'est-à-dire une réalité qui échappe à la loi commune de la République. Mais la réalité est pire encore que ça quand on la considère de façon très pratique. Je voyais il y a quelques jours des représentantes d'une association qui a été créée dans la Seine-Saint-Denis par des femmes pour lutter contre l'islamisme, dont elles sont les premières à souffrir. Elles me décrivent la situation dans leur quartier, c'est horrible. Il y a des petites filles dans notre pays qui portent une voile intégrale à 18 mois. Je n'imaginais même pas que ce fût possible. C'est quelque chose qui est très grave. Or, les Français, clairement, veulent que leur pays garde ses valeurs, démocratie, laïcité, liberté publiques et collectives, égalité de droits entre les femmes et les hommes. Tout ça, c'est quelque chose qui est très important. Nicolas Sarkozy y attache beaucoup de prix. Il en tire des conséquences pratiques également. De la même façon qu'en matière d'immigration, il pose clairement le problème. S'il y a des communautarismes, c'est parce qu'en réalité, nous ne maîtrisons pas les phénomènes migratoires de façon suffisamment sérieuse. Il y a en France à peu près 210 000 immigrés réguliers qui viennent chaque année. C'est plus que ce que notre pays ne peut absorber. Donc il faut, mais je pourrais y revenir éventuellement puisque vous me pressez, je sens une nervosité dans votre geste. Je suis désolé, il faut prendre. Il va falloir que je vous. Alors quatrième chose, et j'en termine là. Quatrième raison qui me fait, pour des motivations objectives, le soutenir, c'est, et là aussi c'est très important, les jeunes citoyens que vous êtes doivent y réfléchir. C'est sa volonté d'écouter le peuple et de répondre à ses attentes. C'est un sujet qui est beaucoup débattu, notamment après l'élection de M. Trump aux États-Unis. Mais c'est vrai, on l'a vu avec le Brexit, on le voit dans tous les sondages ou au cours de toutes les élections en Europe, il y a une défiance des peuples à l'égard de leurs dirigeants,
de leurs élites de façon plus générale. Et il faut absolument que ces élites soient à l'écoute. J'entendais samedi dernier à la radio un très grand intellectuel français qui osait dire que le peuple devait être éduqué par les élites et qui déniait au peuple le droit de savoir ce qu'il voulait, ce dont il avait envie, quelles étaient ses attentes. Je trouve que c'est tout à fait scandaleux. Les élites appartiennent aussi au peuple français, bien entendu. Elles ont le droit et même le devoir d'intervenir dans les débats. Mais cela étant, il faut aussi écouter les peuples si nous voulons éviter le pire, et notamment les extrêmes. Voilà ce que je voulais vous dire en résumant les raisons pour lesquelles je soutiens Nicolas Sarkozy. Voilà. Alors la suite, c'est là-bas. D'accord. Voilà. Bon. Merci pour cette bonne introduction, riche en informations. Alors moi, j'aimerais commencer par parler de vous, en fait, parce que vous êtes un homme d'expérience. Vous avez été secrétaire général de l'Élysée sous le gouvernement de Sarkozy. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est un poste qui est assez méconnu du grand public. Donc, ce que j'aimerais pour commencer, c'est, pour les étudiants qui sont dans cette salle, que vous nous fassiez peut-être un bilan de cette expérience, de ce contact avec M. Sarkozy. Peut-être, est-ce que si vous avez un exemple d'une décision sur laquelle vous avez pu influer de par votre statut de l'époque, bref, que vous nous expliquiez finalement qu'est-ce que vous avez fait durant cette expérience en tant que secrétaire général de l'Élysée. C'est bon. Oui. Parfait. Bon, le poste de secrétaire général de l'Élysée n'est défini par aucun texte. Et même, c'est quelqu'un qui, juridiquement, n'a strictement aucun pouvoir. Il n'a même pas le pouvoir de gérer le budget de fonctionnement de l'Élysée. Donc, il est ce que le président souhaite qu'il soit. Il est l'animateur d'une équipe qui est forte de l'ordre de 45 personnes dans toutes les disciplines de l'action publique. Ça va de l'économie aux finances, en passant par les affaires sociales, la sécurité, la diplomatie, qui est un élément très important. Il y a même une équipe militaire qui est importante, puisque le président a un chef d'état-major particulier qui le met à même d'exercer ses compétences dans le domaine de la défense. Bon. C'est une équipe qui est faite des meilleurs, je dirais, surtout des gens qui viennent de la fonction publique, qui sont dans la fonction publique. Par exemple, nous avions comme chef de la cellule économique, dans un premier temps, François Peyrol, qui est devenu le président du groupe BPCE. Nous avons eu ensuite Xavier Muscat, qui était directeur général du Trésor depuis 5 ans et qui aujourd'hui est devenu le numéro 2 du Crédit Agricole. C'est pour dire que ce sont de très grandes pointures. Le patron de la cellule diplomatique avait été successivement ambassadeur aux Nations Unies, puis à Washington. Tous ses collaborateurs étaient des gens de grande expérience. Je pourrais multiplier les exemples, bien entendu. Alors cette équipe, elle a une mission, c'est de permettre au président d'exercer au mieux ses fonctions, en lui fournissant de l'information, en lui proposant des idées, des analyses, et puis en répondant aussi à ses commandes. Les commandes sont décidées notamment par l'actualité. Si le président reçoit un chef d'État étranger ou fait un voyage à l'étranger, il y a évidemment tout un dossier à préparer, des points de vue à préparer, qui suppose d'ailleurs souvent qu'au-delà des papiers qui sont préparés, il y ait des réunions de préparation des positions qui se tiennent autour du président, en présence des membres du gouvernement compétents. Et puis, il faut avoir des idées, souvent soumettre des idées, soit en réponse, soit spontanément, pour adapter la décision publique à l'actualité, aux impératifs qui sont extrêmement changeants. Parce que si j'ai bien retenu une leçon, c'est que les choses changent, et elles changent très vite. J'évoquais la crise à plusieurs reprises, ça a été un changement fondamental. Mais il n'y a pas que ça, il y a les changements d'opinion
aussi. Hein. L'opinion peut avoir des sentiments différents parce que le temps passe, parce qu'il y a eu des prises de position dans les médias qui l'invitent à changer d'avis. Donc il faut s'adapter tout le temps. Tout le temps. Je passe à la prochaine slide. Vous allez deviner de qui on va parler. Hop, bah, du coup non. Ouais, il y en a beaucoup. Nous, on va parler de Sarkozy. On a pu se rendre compte à l'instant que vous êtes un proche de Monsieur Sarkozy. Actuellement, et même déjà durant la primaire pour la présidence de l'UMP, on a pu se rendre compte qu'il y avait une division au sein de la droite et au sein du centre et de la droite. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle par rapport à ça? Et qu'est-ce que vous pensez d'une éventuelle décrédibilisation des candidats individuels lors de ce qu'on pourrait appeler un combat de coq? Oui, enfin, vous n'avez pas tort d'utiliser ce mot. Hein. J'ai suivi les 2 premiers débats. Le premier, je dois dire que j'avais trouvé extrêmement ennuyeux et j'avais dû me cramponner pour rester devant mon écran de télévision. Le deuxième était un peu plus animé, mais animé notamment par des candidats, des petits candidats qui se conduisaient comme des coqs. J'aurais tendance à dire un peu comme des roquets qui mordent les mollets. La sanction de l'opinion a été immédiate. C'est que tous ceux qui se sont comportés de cette façon ont connu une chute dans les sondages. Pour autant que les sondages puissent être crédibles, mais en l'espèce, c'était des sondages sur l'opinion que la population se faisait des intervenants. Bon, il y a là un risque. Je crois qu'entre les candidats qui comptent le plus, les 3 premiers candidats, le risque n'a pas été avéré. Hein. Ils se sont comportés de façon tout à fait convenables les uns avec les autres, en s'opposant sur leurs idées. Après, si ils étaient tous pareils, ce ne serait pas la peine qu'ils soient candidats les uns contre les autres. Mais de façon tout à fait correcte, je dirais. Hein. Bon, j'espère que ça va demeurer ainsi. J'ajoute que chacun a dit son engagement de soutenir le gagnant, en tout état de cause, ce qui est une autre règle tout à fait fondamentale. Mais ceci dit, ce genre de confrontation ne va pas sans laisser de toute façon des séquelles, hein, aussi bien dans l'organisation partisane que dans l'opinion, parce qu'il y a des oppositions qui se créent. Tel qui va acclamer un candidat dans un meeting aura sans doute du mal lors de la réunion de section du parti auquel il appartient quelques jours plus tard, de s'entendre bien avec un autre qui a acclamé un autre candidat. Et puis on voit aussi ressurgir les clivages historiques entre les droites françaises. Hein. Je me souviens au temps où je faisais des études, mais c'était il y a très longtemps, on avait une classification entre la droite bonapartiste, la droite royaliste, les centristes, orléanistes, etc. Bon, et c'est vrai qu'au sein du principal parti de l'opposition d'aujourd'hui, les Républicains, il y a à la fois la tradition gaulliste, qui est plutôt bonapartiste, et la tradition centriste, qui est plutôt orléaniste, ce qui fait que les choses, les vieux clivages ont parfois tendance à se réveiller. Et du coup, vous nous avez parlé de crédibilité des candidats. Donc ça m'amène à cette question. Le candidat que vous soutenez, Nicolas Sarkozy, a été inquiété par de nombreuses affaires judiciaires. Il est toujours inquiété par de nombreuses affaires judiciaires. C'est votre cas aussi. On se rend compte que ces affaires judiciaires, elles arrivent après votre sortie à tous les deux du gouvernement en 2012. Comment est-ce que vous justifiez, comment vous expliquez l'arrivée de toutes ces affaires judiciaires? Est-ce que c'est quelque chose comme un acharnement contre vous, contre des hommes de pouvoir, ou est-ce que justement c'est le prix, est-ce que c'est le prix à payer pour accéder au pouvoir un jour? Aujourd'hui même, on a encore l'exemple de Mediapart qui sort une vidéo de Monsieur Takedine. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses contre vous. Comment est-ce que vous les expliquez? Oui, vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est bien mon avis. En même temps, comment expliquer?
Bon, vous avez dit quelque chose qui est important d'ailleurs. Est-ce que c'est le prix à payer pour exercer des fonctions au sommet? Et malheureusement, on constate comment dire, un désengagement, une perte d'intérêt de beaucoup de gens pour les fonctions publiques ou les fonctions électives, parce que précisément, il y a ce climat qui est entretenu. Bon, moi je vous dirais très franchement les choses. Ma conviction, c'est que tout ça n'arrive pas par hasard. Tout ça est organisé à la fois sur le plan judiciaire et sur le plan médiatique. Il y a des gens qui sont à la manœuvre de façon extrêmement claire. Mais alors, du coup, quelle personne est-ce que vous... Je ne vais pas vous citer des noms, bien que j'en connaisse. Mais j'ai proposé un jour à la justice de lui dire des noms. Elle s'est bien gardée de m'entendre. C'est intéressant aussi. Hein, bon. Parce que c'était des... Je lui proposais ça. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des violations du secret de l'enquête ou de l'instruction, manifestes, répétées, des suites qui n'étaient pas données à cela. Alors j'ai dit à la justice, mais moi je voudrais vous aider dans vos recherches. Personne n'a jamais voulu m'entendre. Pourtant, j'aurais bien pu l'aider. Mais ce que je ne vous dis pas, je ne dirai qu'à la justice. Alors, du coup, est-ce qu'il y a un manque d'indépendance de la justice aujourd'hui? Est-ce que là, en quelque sorte, vous remettez aussi en cause du coup le poids de la justice? Écoutez, la justice est faite de deux éléments. Vous savez, il y a les juges du siège et puis il y a le parquet. Très clairement, le parquet n'est pas indépendant dans notre pays. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon opinion seulement. C'est l'opinion aussi de la Commission européenne des droits de l'homme qui dénie le statut et l'appellation de magistrat aux membres du parquet en France. C'est une réalité. Excusez-moi, l'intervention du public, ça sera pour plus tard. Moi, je vais répondre à tout ça. S'agissant de Nicolas Sarkozy, je voudrais rappeler que... Non, alors par contre, je suis désolé d'insister. Je vais vous répondre là-dessus, madame. Je vais vous de la conférence. Je ne vois pas qui vous êtes. Je ne sais pas si c'est madame ou monsieur, mais... Monsieur. Monsieur, pardon. Mais je ne vois rien, je suis aveuglé. Bon, alors, il a été mis en cause dans l'affaire Bettencourt, etc. Bon, rien. Toujours, il n'a jamais été sanctionné. Mais on est dans une situation dans laquelle le fait de faire courir des rumeurs ou d'entamer des procédures, ça crée une culpabilité. Bon, alors s'agissant de ce qui me concerne, pour l'argent libyen dont il est question, moi je vous dis une chose, c'est que jamais je n'ai commis aucune irrégularité. L'argent libyen, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu passer ni pour moi ni pour d'autres. Et il n'empêche, je vous demande de réfléchir à ça, que ça détruit des réputations, ça détruit des personnes, parce que je peux vous assurer que ce n'est pas facile à supporter, alors que c'est complètement faux. Voilà la réalité. Quel document ? Quel document validé? Non, alors la fameuse preuve, je voudrais vous répondre, madame, parce que je suis séchaud. Ou monsieur, pardon, mais je ne vous vois pas, excusez-moi. Ce qui a été validé, c'est la photocopie. Il a été reconnu que la photocopie était bonne, mais ce n'est pas l'origine qui a été validée. En tout cas, merci pour vos réponses et je rappelle que... Je suis désolé, monsieur, que vous soyez ainsi influencé par des campagnes. Il faut vérifier aussi. Et il y a des gens qui veulent semer l'erreur dans la population. Très bien. Du coup, donc, suite à cette interruption, il y aura des possibilités de poser des questions. Enfin, vous aurez une demi-heure à vous. Pour le moment, on va rester sur le format de l'interview, à savoir que justement, face à ces scandales qui apparaissent et qui sont justifiés ou non, certaines personnes auraient tendance à se tourner vers des acteurs de la politique plus jeunes, peut-être moins politicards, entre guillemets. Je pense évidemment à Emmanuel Macron. Quel est votre avis par rapport à ces mouvements-là? Est-ce qu'il ne serait pas temps de laisser place à des personnes moins trempées éventuellement dans des scandales? Oui, bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une aspiration de la part de la population française, comme de la part de peuples dans d'autres pays, un renouvellement de la classe politique. Et il y a en particulier un souhait souvent exprimé de faire appel à des acteurs de la société civile. Ce que je voudrais souligner quand même, c'est que ce n'est pas très facile à faire pour une raison simple,
c'est que si vous prenez un acteur de la société civile qui prend des responsabilités politiques, il est tout de suite un responsable politique. Il n'est plus quelqu'un de la société civile. Alors, est-ce qu'il va devenir un professionnel de la politique ou bien rester dans la capacité de retourner à son ancien métier? C'est pas facile. Mais quand vous êtes engagé, ça n'a jamais été mon cas en politique, c'est pas facile non plus de reprendre une activité, et quel que soit le métier que vous exercez. Je connaissais un député qui avait fait 2 mandats de ma famille, qui était médecin. Il me dit, écoutez, il fallait bien que je redevienne médecin puisque j'étais battu. J'étais devenu incapable d'exercer mon métier après 10 ans pendant lesquels il n'avait pas pratiqué. Bon, tout ça, ce sont des sujets difficiles, mais vous avez raison de souligner qu'il y a un appétit de renouvellement, et je pense que dans le phénomène Macron, comme on dit, il y a beaucoup de cela. Moi, je connais plein de gens qui sont favorables à Emmanuel Macron et qui me disent « ce type est formidable, ça serait bien qu'il vienne aux responsabilités ». Alors je lui dis « mais pourquoi ? Parce qu'il est jeune ». Bon, alors je crois que les gens, quand ils disent ça, ne veulent dire seulement qu'il est jeune par son âge, mais qu'il est aussi un peu vierge d'activité politique, si vous voulez, qu'il est nouveau dans le phénomène politique. Là, il faut qu'effectivement on trouve des moyens pour que d'autres arrivent aux responsabilités politiques. Alors maintenant, on va s'intéresser peut-être plus à votre expérience au ministère de l'Intérieur. Guillaume, tu commences par... Du coup, nous, on aurait une question par rapport au système carcéral actuel, par rapport aux policiers qui sont à court de moyens, tout simplement, et qui le manifestent d'ailleurs. Vous, quel est votre avis par rapport à ce manque de moyens-là, sachant que, pour le rappeler, durant le mandat même de M. Sarkozy, le nombre de policiers avait été diminué dû à des économies? Je ne pensais pas que vous me donneriez cette occasion de rétablir les faits, mais je vous remercie de l'avoir fait, mais volontairement. Parce que, en ce qui concerne les moyens d'effectifs de police et de gendarmerie, je fais les deux, mais je prends le terme générique de police, il est exact que pendant le quinquennat présidentiel de Nicolas Sarkozy, les effectifs ont été réduits de 13 000 fonctionnaires et militaires. Bon. Mais il faut rappeler aussi que c'était une réduction par rapport à 13 000 qui avaient été créés alors qu'il avait été ministre de l'Intérieur. Bon. C'est quand même bien de le rappeler. Il avait fait adopter dès 2002, en arrivant au ministère de l'Intérieur, une loi d'orientation et de programmation sur la sécurité qui était dotée de 5,6 milliards, je me souviens. Je rappelle que le plan qui vient d'être annoncé par le gouvernement actuel est de 250 millions. Ce n'est pas tout à fait pareil quand même. Bon. Je rappelle par ailleurs que Nicolas Sarkozy a eu l'occasion de le dire lui-même à la télévision lors du dernier débat, nous avions à faire face en 2008 à un problème considérable qui était la crise et par conséquent la nécessaire maîtrise des finances publiques. Et par conséquent, la décision a été prise, et cette décision a été assumée, que la police et la gendarmerie qui étaient exonérées jusque-là des réductions d'emplois devaient à leur tour contribuer à l'effort général de rétablissement des dépenses publiques. Mais je voudrais ajouter une chose aussi encore, c'est que malgré cette réduction, la délinquance et la criminalité n'ont cessé de baisser parce qu'on a amélioré, on a optimisé le fonctionnement, la productivité, l'efficacité du système. Ce qui fait la démonstration en même temps que ce n'est pas forcément en dépensant de l'argent qu'on peut obtenir de bons résultats. Mais donc actuellement, il faudrait intensifier les moyens autour des forces policières ou est-ce qu'il faudrait laisser... Il faut surtout, alors pour répondre très clairement à cette question, je dirais que surtout, il faut redonner le moral aux forces de police et de gendarmerie. Le grand problème n'est pas celui, de mon point de vue, des moyens, surtout qu'à l'intérieur, on peut redéployer. Je vous donnerai un exemple. Pourquoi avons-nous eu la possibilité d'augmenter les effectifs présents sur le terrain alors qu'ils se réduisaient globalement? Par exemple, on a décidé de mettre nos discours en accord avec les faits, nos faits en accord avec nos discours, ce discours consistant, par exemple, à dire nous privilégions une police de la sécurité quotidienne de nos concitoyens plutôt qu'une police d'ordre
c'est-à-dire une police d'ordre public. Et par exemple, on a supprimé des escadrons de gendarmerie mobile pour que les gendarmes de ces unités fassent de la gendarmerie départementale. On a réduit les effectifs des compagnies républicaines de sécurité pour qu'ils fassent de la sécurité dans les villes. C'est des moyens d'améliorer les choses. Mais pour ce qui est de la situation actuelle, ce que les policiers ou les gendarmes ne peuvent plus supporter, c'est d'avoir l'impression de travailler pour rien. Je me souviens que mon excellent ami Michel Gaudin, préfet de police à l'époque, venait souvent me voir avec un registre dans lequel il enregistrait les plaintes principales de ses fonctionnaires. Ces plaintes, c'était qu'ils interpellaient des gens 10 fois, 20 fois, 50 fois, 120 fois, et que ceux-ci, qui à chaque fois étaient interpellés pour des méfaits, eh bien, ils repartaient. Il n'était l'objet d'aucune suite judiciaire. Les policiers, comme les effectifs que vous rencontrerez demain dans vos entreprises, ont besoin de savoir à quoi ils servent. Ils ont besoin de motivation. Ils ont besoin de savoir le sens de leur métier. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Juste, si je me permets, si on intensifie les actes de répression, entre guillemets, par rapport à la récidive, puisque c'est ce que vous évoquez, a priori, il y aurait besoin aussi de créer du coup des places supplémentaires en prison, ce qui suppose quand même des investissements. Oui, bien sûr, vous avez raison, oui. Bien sûr. Bien sûr. Alors, et des prisons, je dirais, plus dignes que celles qui existent aujourd'hui, en plus. Au-delà de la criminalité, se pose aussi la question maintenant du terrorisme. On a connu de nombreux débats depuis quelque temps sur comment se protéger d'une forme de terrorisme qui provient de plus en plus de l'intérieur. On énonce des outils comme le PNR, ce fichier des voyageurs aériens à l'intérieur de l'Union européenne, qui a été donc adopté l'an dernier, je crois. Plus récemment, on a un fichier qui comprendrait plus de 60, des données de plus de 60 millions de Français. Est-ce que vous pensez, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, que l'on va dans le bon sens avec ce type de mesures? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres mesures de ce type à prendre sur la gestion de données? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Il y a effectivement un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement actuel, auxquelles je me rallie. Il y a eu la fameuse loi sur le renseignement qui a permis d'augmenter les cas dans lesquels des écoutes téléphoniques ou des observations intrusives peuvent être faites. Je dois dire que je ne suis pas complètement d'accord avec cette loi. Autant il me semble que c'est nécessaire en matière de terrorisme, autant ça me semble dangereux pour nos libertés que des investigations de cet ordre puissent être conduites au motif, par exemple, que vous n'êtes pas en accord avec la politique étrangère de la France. Ça me semble susceptible de dérives effroyables. Bon. Mais sur le terrorisme, je suis complètement d'accord. Et pour ce qui est de la création du fichier de l'ensemble de la population française, fichier des documents d'identité, je suis d'autant plus d'accord qu'en 2012, j'ai fait voter au Parlement une loi qui prévoyait exactement la même chose, mais qui a été censurée, la gauche bien sûr a voté contre. La loi cependant a été censurée par le Conseil constitutionnel, non pas sur ces éléments-là, mais sur les modalités de consultation du fichier, qui reste un sujet sérieux. Ceci dit, vous avez raison de souligner que le problème est beaucoup un sujet européen. Chacun a pu observer à la lecture des journaux que beaucoup des terroristes qui ont frappé notre territoire voyageaient beaucoup entre le Moyen-Orient et l'Europe, et que certains d'entre eux étaient très connus des services des pays dans lesquels ils résidaient, et notamment la Belgique. Je réclame depuis des mois la création d'un fichier européen du terrorisme. Souvenons-nous que le soir des attaques à Paris sur le Bataclan et les terrasses de café, certains des auteurs principaux de ces attentats ont été interpellés sur l'autoroute qui les ramenait vers la Belgique. Ils étaient très connus, mais comme ils n'étaient pas sur les fichiers, personne ne les a interpellés. Cela pose aussi le problème de savoir ce qu'on fait faire à Europol.
Europol est une organisation qui a été créée pour non pas faire un FBI, comme on l'a dit parfois, mais pour coordonner les informations et les moyens d'action des différents pays de l'Union européenne. Et je connais très bien cette organisation, puisque j'ai été aussi directeur général de la police nationale pendant presque 4 ans, et que, sous présidence française, j'avais créé cette organisation. Bon, ça marche très bien en matière de stupéfiants, par exemple. Et ça ne marche pas en matière de terrorisme. Ce n'est pas normal. Les pays européens hésitent à se défaire auprès d'Europol d'une compétence qu'ils estiment régalienne et étroitement nationale. Je suis désolé, le terrorisme, ce n'est pas comme le contre-espionnage, qui est effectivement, ou l'espionnage, qui est une compétence proprement nationale et régalienne. C'est de la criminalité et ça nous menace. Donc il faut vraiment se donner les moyens de réussir. Mais il y a aussi beaucoup de choses à faire en France, mais c'est trop long. Pour passer à une partie plus relations internationales, même si ça reste dans une dimension du terrorisme, on a tendance à lier justement ce terrorisme-là à tout ce qui se passe en Syrie, dans le Moyen-Orient, etc. De manière générale, est-ce que vous pensez que la France a quand même encore un rôle à jouer d'un point de vue militaire et diplomatique, d'autant plus quand on voit que suite à l'élection de M. Trump, il y a une sorte d'axe Washington, Moscou et Damas qui est en train de se créer. Est-ce qu'on a encore notre mot à dire ou est-ce qu'on est plus spectateur face à ce qui se passe ? La France, de mon point de vue, a effectivement une voix qui doit porter dans les relations internationales, mais à condition que ce soit pour une politique qui soit véritablement opérationnelle. Une politique de l'incantation ou une politique confuse, ça ne permet pas à la France d'exister. Je prends l'exemple de la Syrie. Bon, en Syrie, la France, c'est de notoriété publique, ça a été dit par de multiples responsables, a aidé le Front al-Nosra, qui n'est certes pas une dépendance de l'État islamique, mais qui est une dépendance d'Al-Qaïda. Bon, ça ressemble quand même beaucoup à l'État islamique. Les États-Unis ont soutenu aussi cette organisation. Alors comment voulez-vous que nous puissions donner l'impression d'avoir une politique claire alors que nous sommes autant ambigus? Bon, je crois qu'il faut que beaucoup de politiques se clarifient, la nôtre, celle des États-Unis aussi. Et quant à M. Trump, bon, moi je dois dire que très franchement, je serais très heureux en tant que Français et en tant qu'Européen que les États-Unis et la Russie sortent de la situation de véritable guerre froide dans laquelle ils se sont retrouvés. C'est quand même, pour la paix du monde, quelque chose d'extrêmement bénéfique que les grandes puissances s'entendent entre elles. Et justement, pour exister la France, sinon, est-ce que la France ne devrait pas se tourner sur l'Europe ? D'un point de vue diplomatique, en termes de puissance, ça serait quand même quelque chose de fondamentalement différent. Pourquoi est-ce que la France ne pourrait pas se positionner en tant que leader avec l'Allemagne pour aller au bout de l'idée même du mot Europe, c'est-à-dire, là je pense, donc je vais un peu dans les extrêmes, mais pour avoir votre avis, avoir comme une finalité la création d'un gouvernement européen, d'une armée européenne, pour avoir un véritable poids à l'échelle mondiale. La France, depuis, je suis sévère, excusez-moi, mais depuis 2012, existe peu au niveau européen. La France n'est pas une émettrice d'idées et le résultat, c'est que l'Allemagne, contre son gré, se trouve être en situation de seul leader de l'Europe. Je dis contre son gré parce que j'ai beaucoup fréquenté les Allemands quand j'étais à l'Élysée, je les ai beaucoup vus faire. Ils répugnent à être seuls patrons. Ça évoque chez eux des souvenirs qu'ils préfèrent voir disparaître de leur mémoire. Et ça ne marche pas. De toute façon, un seul pays, ça ne colle pas non plus. Dans l'ensemble de l'Union européenne, je le dis souvent, et c'est ce que nous avons pratiqué, c'était inauguré cette formule par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances. Et quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai refait ça. Vous avez un noyau de 6 pays qui comptent en Europe. C'est l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne,
Le Benelux, ce n'est pas un pays, mais c'est une union de pays qui est très intéressante parce que ce sont les fondateurs aussi. Ils sont parmi les fondateurs. Et vous avez la Pologne. Bon. Quand vous arrivez à mettre d'accord ces pays, et ce que nous faisions tout le temps, c'est que nous réunissions ces pays-là avant les réunions de Conseil européen, eh bien écoutez, vous emportez le morceau, si je puis dire, dans tous les domaines. Mais il faut une grande ambition à l'Europe, effectivement. Et très franchement, j'espère que l'élection de notre monsieur Trump aux États-Unis, qui affiche des intentions très isolationnistes, va pour nous être l'occasion d'un sursaut, de nous prendre en main. Lorsque M. Trump dit on paye tout à l'OTAN, les Européens ne payent pas, c'est vrai, on ne paye pas les quotes-parts auxquelles nous nous sommes engagés. Ça sera peut-être l'occasion pour nous de nous organiser de façon plus solide, plus constructive. Bon, je ne crois pas beaucoup, on n'est certainement pas prêt à une armée européenne. Mais si déjà nous avions des coopérations européennes renforcées. Et c'est très pratique. Prenons un exemple. La France intervient dans beaucoup de théâtres d'opérations, et notamment en Afrique. Bon. Elle a acheté une flotte de transport en même temps que l'Allemagne, c'est la flotte des Transals. Parce que la France est beaucoup intervenue, les Transals français sont hors d'âge, ils sont épuisés, beaucoup d'entre eux sont en réparation tout le temps, ce qui réduit les capacités opérationnelles. Les Allemands ont la même flotte qui n'a jamais servi, enfin presque pas. On pourrait imaginer une coopération sur le plan des matériels, par exemple. Bon. Et puis, il faut, je crois, rebâtir l'Europe. Les gens en ont assez d'une Europe qui s'occupe de tout, sauf de ce qu'ils considèrent comme l'essentiel. Par exemple, la protection des frontières, la protection contre les concurrences déloyales. L'Europe vit sur des concepts qui, pour beaucoup, sont désuets. Prenons les problèmes de concurrence. Bon, la Commission européenne et le commissaire spécialisé ne cessent de lutter contre les regroupements d'entreprises au sein de l'Union européenne au nom de la concurrence à respecter, alors même qu'à l'évidence, le problème qui se pose, c'est celui de la concurrence des pays asiatiques ou américains et que nous avons intérêt à nous muscler face à ces concurrents-là. Donc il y a beaucoup à faire, il faudrait redémarrer. Et alors une dernière question avant de donner la parole au public. Vous avez parlé des pays forts de l'Union européenne. Il y en a peut-être un dernier qui a toujours une place particulière, c'est le Royaume-Uni, encore plus maintenant du coup. Comment est-ce que justement vous voyez, vous comprenez le Brexit, pardon. Est-ce que pour vous ça va vraiment être un frein ou est-ce que ça va être, comme vous l'avez dit avec l'élection de Trump, peut-être une opportunité d'aller de l'avant? C'est bien difficile de savoir comment ça va évoluer tout ça. Beaucoup d'observateurs avaient prédit l'effondrement immédiat de l'économie britannique. Bon, de la même façon qu'ils avaient prédit un effondrement immédiat de l'économie américaine après l'élection de M. Trump. Bon, dans la semaine qui a suivi son élection à M. Trump, la bourse a pris 8% à New York. Quant à l'économie britannique, elle ne donne aucun signe d'essoufflement. Alors peut-être que ça viendra, j'en sais rien. La raison, c'est ce que j'esquissais tout à l'heure, c'est que les peuples, et le peuple britannique, mais qui a toujours ses particularités, et la place du Royaume-Uni dans l'Europe était aussi particulière, ne supportent plus un certain nombre de choses. Alors pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais c'est ce que les peuples pensent. Ils pensent que l'Europe est trop tatillonne, rentre dans leur façon de vivre, de façon de gérer leur entreprise, de façon beaucoup trop précise, et ne se préoccupe que marginalement de la concurrence de l'acier chinois, ne se préoccupe que marginalement, et à vrai dire, elle s'en est pratiquement jamais occupée, à part un document qui avait été soumis sous présidence française en 2008 par Nicolas Sarkozy sur une nouvelle politique de l'immigration. Depuis, rien ne s'est passé du tout. Et on ne peut pas dire que ce soit un sujet qui soit indifférent au peuple d'Europe, quel qu'il soit. Tous les pays sont intéressés. Donc je crois que c'est ça que la Grande-Bretagne a voulu marquer d'abord. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange. On va arrêter la partie interview ici pour laisser la parole au public. Si vous avez des questions, il suffit de lever la main. On vous fera passer un micro. Oui, on va peut-être mettre un peu de lumière. Donc simplement, oui, je vois une main là-bas. Je ne sais pas s'il y a possibilité de passer un micro. C'est juste là-bas. Anas, c'est le... Enfin bon, il y a plusieurs personnes.
Bonjour, Monsieur Guéant. Je suis là-bas. Vous avez dit en début d'intervention, la priorité des Français, c'est certes l'emploi et les impôts, mais avant tout leur identité. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes complètement à côté de la plaque ? Et comme le dit votre candidat, donc Nicolas Sarkozy, est-ce que vous pensez vraiment que les Français, en cette élection en 2017, ont vraiment envie d'entendre parler de leur identité, des Gaulois, de la double ration de frites à la cantine, ou plutôt de leur avenir, de ce qu'ils vont avoir sur leur fiche de paie à la fin du mois, et que c'est peut-être plutôt ces choses-là qui les préoccupent? Bien sûr que ces questions les préoccupent, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'il y a d'autres sujets majeurs qui ne sont pas aussi évidents à aborder, ne serait-ce que parce qu'ils soulèvent contestation, débat, et vous venez d'exprimer d'ailleurs cette contestation qui est dans votre droit, hein. Il y a d'autres sujets qui méritent d'être abordés. Et je crois que les Français sont aussi attachés, outre à leur bulletin de paye et à leur emploi, sont aussi attachés à leur mode de vie, sont aussi attachés aux valeurs qui irriguent notre vie sociale depuis des dizaines et des dizaines d'années, voire davantage. N'ont pas envie de voir remettre en cause l'égalité entre les hommes et les femmes, qui a été une conquête dans notre pays, et une conquête qui n'est pas si ancienne que cela, ne l'oublions pas. Ils n'ont pas envie, je le répète, que des petites filles soient valées à 18 mois ou à 4 ans. Tout ça, ce sont des sujets importants. La réalité qui est vécue dans certains de nos quartiers, je n'ose pas à le dire, est insoutenable au regard des valeurs de la République française. Alors, on s'en fiche ou on s'en fiche pas. Moi, je ne m'en fiche pas. La question, c'est pas on s'en fiche, mais déjà des petites filles voilées à 18 mois, j'aimerais bien que vous nous indiquiez où on peut trouver la source de cette information. Vous allez en Seine-Saint-Denis. Moi, je n'y ai pas vu parce que je ne vis pas en Seine-Saint-Denis. Mais c'est une personne qui est une dame musulmane qui m'a dit ça cette semaine. D'accord, voilà. Très bien. Et du coup, juste pour rebondir, donc je suis d'accord que c'est des valeurs qui peuvent être importantes, mais est-ce que vous attachez vraiment de l'importance à ces choses-là? Dernière question. Oui, je me dépêche. Par pur programme, ou est-ce que c'est juste aussi une très bonne stratégie électorale pour aller chercher les voix d'une certaine partie de la droite qui, pour l'instant, sont attachés à ces valeurs-là, parce que c'est ce qu'ils entonnent comme sirène par Marine Le Pen, et d'aller récupérer ces voix-là. Pourquoi vous voulez tout rabaisser? Les hommes politiques peuvent aussi avoir des convictions, peuvent avoir des ambitions pour leur pays. Bon, et ils ont envie, c'est le cas de Nicolas Sarkozy, c'est le mien, que leur pays garde son mode de vie et que ses valeurs restent vivantes. Voilà. Monsieur Guéant, en préambule, déjà, je vous remercie de vous intéresser autant à l'identité française, qui pour moi est un sujet extrêmement important, surtout par les temps qui courent. Alors voilà, j'espère que vous garderez ça dans vos propositions si monsieur Nicolas Sarkozy est élu. Ensuite, j'aimerais revenir sur le terrorisme intérieur, ce risque que nous avons. On sait tous qu'au Moyen-Orient, il y a une guerre terrible qui est en train de se mener. Et évidemment, certains de nos compatriotes sont peut-être amenés à revenir sur notre sol dans quelques mois. Très concrètement, on pourrait dire que c'est un cas d'école. Que feriez-vous si demain vous êtes ministre de l'Intérieur, si ces personnes rejoignent notre territoire et sont une cible potentielle, en tout cas une cible, ils vont peut-être amener des attentats terroristes comme nous les avons vécus? Qu'est-ce que vous feriez de manière concrète pour empêcher cela? Et j'en viens aussi au sujet de l'identité et de la nationalité française. Est-ce que vous seriez d'accord de les déchoir de leur nationalité? Évidemment, ce qui me paraît évidemment une simplicité, quelque chose de basique à mon avis, et que finalement vos chers candidats qui font partie de votre famille politique, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de si évident pour eux. Voilà. Oui, j'observe qu'il y a des pays qui adoptent des politiques tout à fait radicales. Le Royaume-Uni vient de déclarer qu'il avait fixé l'objectif d'éliminer 200 de ses concitoyens qui servent actuellement sur les théâtres irakiens ou syriens. Mais de façon plus franco-française, je dirais que pour ceux qui reviennent, d'abord il faut savoir qu'ils reviennent. Donc travail de renseignement, travail de contrôle aux frontières également. Deuxièmement, on a 3 cas de figure. Ou bien ceux qui reviennent sont des étrangers vivant en France et qui reviennent vivre en France, où ils peuvent éventuellement avoir de la famille. Je dirais que ceux-là, on les renvoie dans leur pays.
Deuxième cas de figure qui est extrêmement fréquent, qui je crois quantitativement est le plus important, c'est le retour de binationaux. Là aussi, ma préconisation est très simple et catégorique. Elle n'exige d'ailleurs qu'une adaptation d'un texte qui existe actuellement dans le Code civil, assez peu importante. Il faut les déchoir de la nationalité française puisqu'ils disposent d'une autre nationalité. Ils ont renié toutes les valeurs de la société française en s'engageant dans la cause djihadique. Eh bien, écoutez, qu'ils aillent dans l'autre pays dont ils relèvent faire leurs activités. Et puis, il y a un troisième cas de figure qui est celui des Français qui reviennent, qui ne sont que Français. Alors pour ça, il faut adapter les lois pénales et il faut aussi faire en sorte qu'ils soient retenus dès lors qu'ils reviennent. C'est-à-dire qu'il faut au minimum un sas de rétention de sûreté pour qu'ils ne se baladent pas n'importe quand, dans l'attente qu'ils soient déférés à la justice. Bonjour Monsieur Guéant. Donc d'abord j'aimerais remercier J'aime en débat de m'avoir donné l'occasion de rencontrer Monsieur Guéant. Donc c'est pas que je vous apprécie, mais c'est que c'est l'occasion pour moi de vous dire ce que je pense. Donc j'ai une question, Monsieur Guéant, qui est assez simple. En février 2012, vous avez déclaré « Toutes les civilisations ne se valent pas ». Vous avez ainsi insulté ma famille et moi. Je voudrais savoir pourquoi, quelles sont vos justifications. Mais écoutez, monsieur, moi, vous me donnez l'occasion de reprendre ce sujet. Ce que j'observais, c'est qu'à l'époque, mon propos a été très contesté. J'ai même été traité de nazi à l'Assemblée nationale pour avoir tenu ces propos. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que je préférais qu'effectivement toutes les civilisations ne se valaient pas et que je préférais des civilisations qui promouvaient la démocratie, les libertés, l'égalité entre les hommes et les femmes, plutôt que celles qui prônaient l'inverse. Bon. Alors, je crois que disant cela, je n'ai fait que proclamer la croyance de la population française dans les droits de l'homme, dans un certain nombre de principes qui nous animent. Et je ne vois pas en quoi vous vous sentez choqué, ni votre famille choquée, parce que vous venez d'une culture différente. Mais j'imagine que vous adoptez complètement les valeurs de la République française. Bon, donc si vous adoptez les valeurs de la République française, vous faites partie de notre civilisation. C'est très simple. Mais je ne vois pas en quoi une civilisation qui nie les droits de la femme, une civilisation qui réduit les libertés à rien, une civilisation qui se traduit par des régimes dictatoriaux, serait à mettre au même niveau que la nôtre. Voilà, je le dis et je confirme. Donc, Monsieur Guéant, donc, comme vous avez parlé de ma famille, je vais me permettre de me présenter. Donc, moi, je suis étudiant à Grenoble, école de management. Je suis camerounais, je suis né au Cameroun. J'ai grandi en France, à Sevran, puisque vous, malgré votre expertise sur des sujets sensibles, vous permettez de tenir des propos que vous savez vous-même faux, des analyses erronées sur le djihadisme, etc. Vous avez été au cœur du pouvoir et aujourd'hui encore, vous permettez de mentir face à un auditoire qui est quand même un auditoire de grande école. Vous nous servez la même soupe que vous servez... voilà, dites-moi en quoi je mens sur le djihadisme. En quoi ? Sur le djihadisme, par exemple. Mais dites-moi en quoi ? Vous avez répondu à la question de monsieur et vous citez 3 cas pour la déchéance de nationalité. Vous terminez par les Français. Alors que vous savez qu'ils sont tous Français. Ils sont tous Français, peut-être qu'ils ne sont pas Français comme vous le voyez, mais c'est des Français, c'est des gens, même s'ils sont d'origine... Je ne sais pas en quoi vous êtes mieux informé que moi. Croyez-moi, je connais mes dossiers et je sais qu'une majorité des gens qui sont là-bas sont binationaux. Ok, monsieur. Si je veux bien vous croire. Voilà. Et aussi, bon, dernier point, je vais lâcher le micro. Mais je ne vous permets pas de dire que je mens parce que je dis la vérité. Oui, bien sûr. Tous les hommes politiques disent la vérité. C'est votre métier de dire la vérité. Bien sûr. Lisez les journaux. Lisez les journaux. Oui, Mediapart, c'est un journal, monsieur. Bon, ça sert à rien. C'est inutile de faire ça. La seule chose que je voudrais dire avant de lâcher le micro, tout à l'heure, vous parliez des prisons françaises. Vous avez dit que vous aimeriez faire en sorte que les prisons françaises soient plus décentes. Ben, ça tombe bien, j'aimerais bien vous voir finir vos jours en prison, monsieur. Je pensais que dans une école de ce niveau, on débattait.
je constate que l'on s'invective. Bien, bonjour Monsieur Guéant. Pour revenir un peu à l'actualité d'aujourd'hui, bon, on a parlé de vos affaires et compagnie, mais moi j'aimerais m'attacher à ce qui a été voté aujourd'hui par le Sénat, la prolongation de l'état d'urgence. Êtes-vous partisan de l'état d'urgence constant? Ça fait on vit dedans depuis les attentats de novembre. Quelles mesures, est-ce que si vous étiez réélu, enfin vous étiez nommé ministre de l'Intérieur dans un futur gouvernement de Nicolas Sarkozy, vous seriez prêt à continuer à prolonger l'état d'urgence pendant 5, 6, 7 années, le temps d'avoir éradiqué la menace que vous nous avez présentée tout à l'heure? Je crois qu'il y a une grande ambiguïté sur la réalité de ce que c'est que l'état d'urgence. L'état d'urgence permet de prendre des mesures exceptionnelles. Par conséquent, de faire, par exemple, plus exactement, des perquisitions sans autorisation judiciaire, d'interdire des réunions. Les conséquences mécaniques de l'état d'urgence ont été extrêmement faibles, puisque je crois qu'il n'y a eu que 4 mises en examen après des centaines de perquisitions administratives. Les gens ont l'impression que l'état d'urgence, ça veut dire qu'ils sont protégés. En fait, ça donne des moyens. Et puis ils observent dans le même temps que malgré l'état d'urgence, il y a des manifestations, il y a plein d'actes contraires à l'ordre public qui se déroulent. Je crois qu'on ne va pas pouvoir vivre tout le temps sous le régime de l'état d'urgence. Et que si il y a des mesures qui doivent être prises de façon permanente, eh bien, il faut les intégrer dans notre droit ordinaire, c'est tout. Mais l'ambiguïté est trop grande. Et ça cause un très grand préjudice, y compris sur le plan économique. J'observais, comme vous sans doute, à la lecture des journaux ces derniers jours, que malheureusement, la fréquentation touristique en France baissait beaucoup. Et c'est vrai, j'étais en Chine il y a 3 semaines, un mois à peu près, et le consul général que je rencontrais me disait que le nombre de visas distribués avait baissé de 30%. C'est tout à fait considérable. Il y a des effets à ça. Mais le concept même d'état d'urgence effraie. Je crois qu'il effraie les étrangers et aux Français, il donne une fausse idée de ce que c'est en réalité. Bonjour Monsieur Guéant. Avez-vous conscience qu'en tapant entre guillemets dans les enveloppes et les primes de liquide, que c'était tout simplement du vol pur et simple? Est-ce que vous avez conscience au fond de vous-même que c'était ça? Parce que vous nous avez dit au début que vous avez vos sources, que vous ne citerez pas, moi aussi j'ai les miennes, qui ont d'ailleurs travaillé avec vous dans votre ministère. Est-ce que voilà, au fond de vous-même, vous avez vraiment conscience que c'est du vol pur et simple? Monsieur, je vous dirais, mais enfin, nous ne sommes pas ici dans un tribunal, mais je vous dirais quand même que c'était parfaitement régulier. Donc ce Lebon finançait son appartement ou ses rénovations avec ses primes? Je vous dirais que le versement de ces primes était parfaitement régulier. Bah écoutez, mes sources, c'est pas forcément ce qu'elles m'ont dit. J'en ai une deuxième, du coup. Bah oui, mais je vous dis que c'est régulier. Je connais un peu le droit administratif et financier public. Je pense qu'on va passer à la prochaine question. Oui, c'est juste pour rebondir sur... Non, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur M. Trump. Vous nous avez dit une chose juste, qui est vous avez conscience que les personnes puissent rebondir par rapport à tous ces changements. Est-ce que vous n'avez pas conscience qu'aujourd'hui, le peuple français en a marre de ces politiques qui sont là depuis de nombreuses années et qui voudraient tout simplement du changement, qu'il en a marre d'avoir des politiques qui traînent des casseroles derrière elles et qui veulent tout simplement du changement, que des personnes comme nous, comme les personnes à Grenoble, comme les personnes dans cette école veulent du changement et qu'ils en ont marre de personnes comme vous ou toutes les personnes qui se présentent aux primaires de la droite? D'abord, je ne me présente pas, donc ça simplifie les choix. Et deuxièmement, je dis moi-même tout à l'heure qu'effectivement, il y avait une aspiration au renouvellement dans ce pays, qui n'est pas si facile à mettre en œuvre. Mais ce qui compte beaucoup plus que les personnes, ce sont les politiques qui sont mises en œuvre. Et il faut des politiques crédibles. Il ne suffit pas de dire changeons, augmentons le SMIC en le multipliant 2 fois, etc. etc. Il faut aussi des politiques qui soient crédibles, elles aussi, qui soient susceptibles d'être mises en œuvre. Bonjour monsieur, je suis là. Ah pardon, excusez-moi.
Alors du coup, j'ai une petite question concernant plutôt vos affaires précédentes. Quand on a été lié à autant d'affaires, comment on fait pour revenir au devant de la scène en pensant être crédible? Madame, toute la question est de savoir si effectivement vous êtes coupable ou vous n'êtes pas coupable. Bon, je cite, moi je suis candidat à rien, Nicolas Sarkozy est candidat à la primaire et candidat à la présidence. Bon, écoutez, jusqu'à présent, personne n'a déclaré qu'il était coupable. Bon, alors pourquoi? C'est pas parce qu'on lui monte des affaires qu'il est coupable. Prenez aussi cette dimension en compte, hein, cette dimension de la manipulation de l'opinion. Bonjour, Monsieur Guéant. Je suis ici. Vous expliquez le bilan de Nicolas Sarkozy par la crise des subprimes. Et je voulais savoir, est-ce que c'était une excuse légitime? Et est-ce que François Hollande pourrait faire de même par la crise de la dette souveraine, selon vous? Merci. C'est sûr, enfin, je pense que chacun peut reconnaître, notamment dans une école comme celle-là, la réalité de la crise économique de 2008, qui a beaucoup perturbé la façon dont les choses étaient organisées, la façon dont les programmes avaient été engagés. Bon, pour ce qui est de la dette souveraine, François Hollande, puisque vous citez son nom, bénéficie d'une conjoncture absolument exceptionnelle, hein, puisque les taux d'intérêt des obligations sont à des niveaux extrêmement bas. Alors ils sont en train de... On a dit ils ont augmenté de 50% dans les quelques jours qui viennent de s'écouler. Enfin, ça reste en dessous de 1 point. Hein. Bon, cela étant, il pourrait y avoir, c'est pas imminent, mais s'il y a un relèvement des taux d'intérêt, la situation de la France se trouverait extrêmement difficile. Hein, puisque le budget de la dette est le deuxième budget de l'État, après celui de l'éducation nationale. Il suffirait que les taux repassent à 2 ou 3%, ce qui, après tout, historiquement, n'est pas invraisemblable, et qui, économiquement, est assez rationnel, hein, puisque si bien les emprunts rémunèrent le risque. Hein. Bon, là, on aurait une situation extrêmement difficile. Imaginez que tout d'un coup, la charge de la dette augmente de 5 ou 10 milliards, ça serait terrible. Bonjour, Monsieur Guéant. Mais rien n'est fait, puisque vous évoquiez l'action du gouvernement actuel, rien n'est fait pour se dégager de ce piège. Hein, puisque qu'est-ce qui fait la dette? C'est la dépense publique. Bon, la dépense publique, contrairement à ce que dit le gouvernement, a été, il l'a constaté, importante à son arrivée au pouvoir en 2012. Mais enfin, depuis, elle a augmenté de, je ne sais plus combien, mais c'est de l'ordre de 500 milliards. Hein. On ne peut pas dire que c'est à cause du gouvernement précédent, précisément compte tenu de ces taux, que la dette a augmenté de 500 milliards. C'est bien de l'action du gouvernement actuel que ça s'est traduit de cette façon. Bonjour Monsieur Guéant. J'avais une question, moi c'était au sujet du bilan de Monsieur Sarkozy que vous nous avez dressé. Donc vous nous avez dressé un bilan extrêmement positif. Mais aujourd'hui, la plupart des sondages montrent une défiance des Français envers Monsieur Sarkozy. Donc outre ces affaires judiciaires, est-ce que vous seriez capable de nous dresser, selon vous, les erreurs et les mauvais côtés du quinquennat de Monsieur Sarkozy? Bah, écoutez, le mauvais côté, c'est que, contrairement à l'ambition qui était la nôtre, et qui s'était traduite d'ailleurs dans les faits dans les premiers mois du gouvernement, avant la crise, hein, l'emploi a vu sa situation se dégrader sensiblement. Hein, sensiblement. Bon, à l'époque, la situation de l'emploi en France était meilleure qu'en moyenne européenne. Et son évolution était meilleure que celle de la moyenne des pays d'Europe. Aujourd'hui, c'est complètement différent, puisque depuis 2012, le nombre des demandeurs d'emploi en France a augmenté de 20%, alors qu'en moyenne européenne, il diminuait de 20%. Donc on est complètement à contre-courant, mais de façon négative, alors que nous étions auparavant à contre-courant de façon positive. Mais il n'empêche que quand vous avez une explosion due à la conjoncture, mais enfin c'est quand même la réalité, c'est une augmentation importante du nombre de demandeurs d'emploi, les Français ne sont pas contents. Et ils ont raison.
La situation s'est dégradée. Ça, c'est effectivement un échec, bon, qui ne tient pas, à mon avis, à la façon de gouverner de l'époque, mais qui tient à la conjoncture. Mais il n'empêche que ce que les peuples envisagent, et le peuple français, c'est la réalité qui se passe. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a de négatif aussi? Je pense peut-être une certaine boulimie de l'action qui fait que les Français ont eu le sentiment que les priorités ne se dégageaient pas de façon évidente, si vous voulez, qu'on sautait d'une priorité à l'autre. Une boulimie de l'action qui faisait aussi que certains sujets dont le président s'emparait n'apparaissaient pas prioritaires. Enfin, prenons un exemple bien connu, qui est celui de la suppression de la publicité sur les chaînes de télévision publiques. Bon, un jour, quelqu'un a parlé de ça au président, il a dit ça serait quand même un marqueur extraordinaire que la télévision publique puisse être regardée le soir sans coupure publicitaire. Et il dit mais oui, c'est vrai, c'est une très très bonne idée, je vais la mettre en œuvre. Mais est-ce que c'était vraiment prioritaire pour les Français? Parce qu'il a dégagé pour ça beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts politiques, parce qu'il fallait aussi associer le monde politique et les deux assemblées à cela. Bon, voilà, il y a ça. Bon, peut-être aussi une certaine façon d'être qui est perçue parfois comme de l'arrogance. Tout ça, ça crée des problèmes avec les Français. Je sais bien tout ça, vous avez raison de le dire. Il n'y a pas que du positif. Merci bien. Monsieur Guéant, bonjour. Ici. Ah, j'en vois deux là, je ne sais pas qui est prioritaire. C'est pas à moi de dire. Alors je voulais savoir ce que vous pensiez des électeurs de gauche qui comptent se rendre aux primaires des Républicains. Monsieur Sarkozy a été jusqu'à parler de parjure. Est-ce que c'est pas un peu fort? Et puis, bon, sachant que c'était en grande partie pour lui faire barrage que des électeurs de gauche vont s'y rendre. Et je voulais aussi savoir si vous pensiez qu'il serait capable de faire cavalier seul en cas de défaite personnelle aux primaires, et donc à ne pas se ranger derrière le candidat du parti. Bon, écoutez, sur la deuxième question, il a clairement répondu à plusieurs reprises, y compris devant tous les téléspectateurs, lors d'un des deux débats qui a eu lieu, peut-être même lors des deux d'ailleurs. Pour ce qui est de la première question, mon sentiment, c'est que, sans utiliser le mot parjure, je trouve que c'est une perversion du système que des électeurs de gauche aillent choisir le candidat de la droite et du centre. Enfin, ça n'a pas été fait pour ça. La primaire, c'est pour désigner le candidat de la droite et du centre. Donc c'est aux gens de droite et du centre de s'exprimer. Oui, donc je me permets de parler aussi. Moi, j'aimerais revenir sur le bilan que vous avez fait de M. Sarkozy. En effet, vous avez bien insisté sur le fait qu'il y ait une croissance durant son mandat. Néanmoins, j'aimerais insister sur le fait que vous avez fait une comparaison avec la crise de 1929 et que la France est connue justement pour mettre du temps à rentrer dans la crise, et que ne serait-ce pas plutôt François Hollande qui paierait les conséquences du mandat de Sarkozy, puisque la crise en France, du fait de la surprotection, est menée à durer dans ce pays? Non, je pense que si la situation de la France depuis 2012 n'est pas bonne, c'est dû aux décisions qui ont été prises depuis 2012. Enfin, ce n'est pas une conséquence de la crise que d'avoir augmenté les impôts de 90 milliards. Alors depuis, ça a baissé un peu, parce qu'il y a eu le CICE, etc. Mais enfin, c'est une décision du gouvernement de M. Hollande, après avoir nié la crise au demeurant, d'avoir augmenté les impôts de 90 milliards. Et mais la responsabilité ne serait-elle pas partagée? Pardon? La responsabilité ne serait-elle pas partagée? Nous, on avait aussi augmenté les impôts en fin de mandat, c'est vrai. Mais ceci dit, pas de 90 milliards. Oui, oui. Enfin, je pense que dans cette école, l'idée dominante, c'est quand même que plus les impôts sont faibles, plus ils stimulent l'activité. Ça stimule la consommation, ça stimule l'investissement. Ce sont des choses qui comptent. Si vous mettez tant d'impôts, ça stérilise la consommation et ça empêche l'investissement. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Donc vous parlez beaucoup de l'égalité homme-femme, donc vous m'envoyez ravi. Mais à part faire en sorte qu'elle ne soit pas voilée, il y a des sujets qui touchent beaucoup plus de femmes, comme le harcèlement sexuel et le harcèlement de rue, ou encore les inégalités salariales. Donc qu'est-ce que vous prévoyez pour cette question-là? Bon, vous avez raison de souligner cette réalité aussi. Je lisais récemment que dans les entreprises françaises, les femmes cadres, gagnent 10% de moins que les hommes. Bon,
c'est une situation qui n'est pas normale. Bon, il y a quelques progrès qui ont été faits en matière de parité, par exemple dans la constitution des conseils d'administration. On est encore loin du compte, hein, et il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que les nôtres. Bon, là, je crois qu'il faut continuer les efforts parce que ne négligeons pas les progrès qui, quand même, sont grignotés, je dirais, d'année en année. Il faut continuer et c'est notamment la responsabilité des entreprises. Je crois que ce sont des sujets qui ne se règlent pas vraiment par la loi, hein. Il faut vraiment continuer à faire en sorte que les chefs d'entreprise prennent ces problèmes, soient convaincus qu'il faut les régler. Les questions de harcèlement, etc., ça relève d'un autre ordre, parce que ça relève davantage de la puissance publique. Bon, il faut que notre dispositif légal, réglementaire, que l'attitude des forces de l'ordre puisse faire en sorte que ces comportements inadmissibles soient réprimés et que par conséquent leurs auteurs soient dissuadés de les répéter. Là, on peut faire quelque chose. Du coup, vous avez été au pouvoir, alors pourquoi vous n'avez pas fait des trucs? Oui, non mais alors écoutez, on n'a pas tout fait, hein, ni tout fait bien, mais on a fait quand même des choses très importantes, hein. Par exemple, dans l'évolution de la délinquance que je vous citais tout à l'heure, il y a un article qui n'allait pas dans le bon sens. C'était celui des agressions sexuelles. Pourquoi? C'est parce que, avec le ministre en charge de la condition des femmes d'ailleurs, nous avions décidé de faire en sorte que l'attention à ce type d'agression soit beaucoup plus importante, que les dépôts de plainte soient plus faciles, que l'accompagnement des personnes agressées soit renforcé, afin qu'elles déclarent les agressions. C'est important parce que ça arrive souvent dans la sphère privée. Et donc, s'il n'y a pas de plainte qui soit déposée, eh bien, il n'y a pas de répression. Et quand je dis répression, ce n'est pas que j'aime la répression spécialement. La répression permet la dissuasion. Donc, on a fait des choses quand même. Et il faut continuer et améliorer. Bonjour Monsieur Guéant, moi j'ai une question par rapport au circulaire que vous avez signé en 2011 par rapport aux étudiants étrangers. Ah oui. De nombreux étudiants comme moi, nous sommes en France, suite à des longues études dans des écoles françaises, de la maternelle à la terminale. Après on a été aussi poussés pour venir en France faire nos études et en plus on fait des études dans des grandes écoles comme cette école-là. Comment expliquez-vous que des étudiants comme nous, on n'a pas le droit de mettre en valeur ce qu'on a appris dans ces écoles-là en France? Écoutez, je pensais qu'on parlait d'avenir, mais enfin, si vous voulez qu'on revienne sur le passé, on peut revenir sur le passé. J'ai fait une erreur dans cette affaire, je le reconnais très volontiers, c'est que je n'ai pas réagi suffisamment vite en faisant une nouvelle circulaire interprétative, hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans cette circulaire? Je n'ai fait que rappeler le droit, à savoir une loi qui a été votée en 2006 par le Parlement français et qui avantageait beaucoup les étudiants étrangers. Elle a été votée à l'initiative de Nicolas Sarkozy, dans la mesure où elle leur permettait, après leurs études, de compléter ces études par une expérience pratique de 6 mois afin de mettre en valeur ce qu'ils avaient appris et de se préparer à exercer leur métier de façon plus complète et plus satisfaisante pour leur employeur, pour leur pays et pour eux. Bon, mais ceci dit, cette loi ne donnait pas un droit au séjour pour l'éternité. Bon, c'est tout, hein. Il y a des procédures. Au terme des 6 mois, il faut une autorisation de travail. Voilà, rappeler le droit, ça n'est pas agressif à l'égard de qui que ce soit. Alors, une dernière question. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Donc, en fait, je vous ai entendu parler de la politique de monsieur Sarkozy concernant le terrorisme. Je voulais vous poser une petite question concernant cela. Est-ce que vous ne pensez pas que la politique menée par le gouvernement de Sarkozy en Libye et le fait d'aller piller l'argent libyen et l'argent de certains peuples arabes est une politique qui est selon vous bonne?
Et quand vous parlez aussi de terrorisme, est-ce que vous connaissez, quand vous parlez aussi du fait que vous voulez installer des démocraties dans ces pays-là, est-ce que vous connaissez les attentes de ce peuple-là? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le peuple libyen vit mieux aujourd'hui qu'avant sous l'ère Kadhafi? Merci. Bon, deux choses. D'abord, je ne vois pas où vous êtes allé chercher qu'on avait cherché de l'argent dans ces pays-là. Enfin, il faut retomber à nouveau sur les rumeurs organisées. Non, mais ça me trouble beaucoup parce que j'aime beaucoup les contacts avec les jeunes. Ils incarnent l'avenir. Ils ont souvent des idées neuves. Ils préparent les choses, etc. Et je constate que vous, par exemple, comme d'autres avant vous, vous retombez dans les plus vieux poncifs de la politique politicienne française. Vous êtes soumis à toutes les manipulations médiatiques sans aucun esprit critique. Donc, moi, je vous le dis carrément, je trouve ça dommage. Bon, premier point. Deuxième point. En ce qui concerne la Libye, puisque vous l'évoquez, je rappellerai que d'abord, j'ai jamais dit qu'on voulait exporter la démocratie. Hein. Ça, vous me le faites dire, j'ai pas dit. Vous avez dit que vous encouragez les peuples. Oui, mais c'est vrai. Non, j'ai dit que je préférais oui. une civilisation qui prône la démocratie plutôt qu'une civilisation ou un pays, comme vous voulez, qui prône le contraire. Bon, voilà, j'ai le droit de le penser. J'espère que vous le pensez aussi. Bon. Ensuite, en ce qui concerne la Libye, voyons bien les choses, parce que là aussi, il y a beaucoup de désinformation à propos de la Libye. Je n'étais plus auprès du président de la République, j'étais ministre de l'Intérieur quand la décision a été prise en liaison avec le Royaume-Uni et avec les États-Unis de sauver Benghazi. Bon, je rappelle qu'il y avait des troupes qui arrivaient à Benghazi et que ça allait être le bain de sang. Bon, les pays, avec l'appui d'une résolution de l'ONU, sont intervenus pour éviter que cette ville de Benghazi soit massacrée. Est-ce que vous confirmez... Mais attendez, permettez que je parle quand même. Je vous dirais qu'ensuite, il y a eu des élections en Libye. Il y a eu un gouvernement. Et effectivement, on a pensé que la Libye était sur un bon chemin, c'est-à-dire celui d'une vie démocratique, on peut dire, plus démocratique, et sans la dictature de Kadhafi. Et puis, ensuite, il y a eu en France les élections présidentielles. Et comment se fait-il que... Mais alors, vous voulez que je termine, hein? Il y a eu incontestablement une absence de suivi du dossier libyen. Mais Nicolas Sarkozy n'était plus au pouvoir. Donc vous confirmez le fait que Nicolas Sarkozy avait des relations étroites avec M. Kadhafi et que Kadhafi était un dictateur. Et vous dites aussi que vous prenez la démocratie... Mais écoutez, mais c'est absolument incroyable d'entendre vos propos parce que vous me faites dire ce que je ne dis pas. Ben, vous avez dit que vous prenez la démocratie et les peuples qui prennent ce mode de pensée. Et vous dites, vous avez aussi été Premier ministre sous le gouvernement Kadhafi, qui est sous le gouvernement de Sarkozy, qui est un Je n'ai jamais été Premier ministre de Kadhafi, ça je peux vous l'assurer. Non, bien évidemment. Non, mais par exemple, je ne vois pas ce qui vous autorise à dire que Nicolas Sarkozy avait des liens particulièrement étroits avec Kadhafi. Ce n'est pas vrai. Et moi non plus. Simplement, Nicolas Sarkozy, lorsque Kadhafi a affirmé, après qu'il l'ait fait sur d'autres terrains d'ailleurs, qu'il souhaitait réintégrer le concert des nations et amener la Libye vers un stade de relations avec les autres différents, il a accepté de l'aider à aller en ce sens. Mais je me permets de souligner que notre devoir en politique étrangère n'est pas de perpétuer les problèmes ou de perpétuer les dictatures ou bien les agressions à l'ordre international. Notre devoir, c'est précisément de sortir de tout ça. C'est ça une diplomatie. Bon alors, merci beaucoup. Donc en fait, j'ai menti, c'est moi qui vais la poser, la dernière question. Voilà. Non, on en a déjà parlé un petit peu avant la conférence. Peut-être que votre opinion a changé. C'est une question très simple. Qu'est-ce que vous pensez des écoles de commerce et de leur potentiel ? Vous m'avez parlé de votre école, mais vous ne m'avez pas dit que vous alliez me poser cette question. Mais écoutez, je crois que les écoles de commerce ont fait leurs preuves. Hein, et vous m'avez dit que la vôtre était classée au 7e rang en France, donc 6e. Ah, 6e, pardon. Pourtant, alors, hein. Mais parce qu'il m'a dit que certaines années, c'était 7. Alors 6e, c'est encore beaucoup mieux. Bon, et vous confirmez que les écoles de commerce ont fait leurs preuves. Je crois que vous avez
une formation qui est de très très grande qualité sur le plan académique et aussi sur le plan de l'apprentissage, sur le plan de l'ouverture au monde. Je dois dire, on échangeait un peu sur nos scolarités respectives, la mienne très ancienne, la vôtre actuelle. Bon, quand j'étais étudiant à votre place, il n'y avait aucune ouverture au monde. Aujourd'hui, notamment dans les écoles de commerce, vous allez faire des stages, vous avez aussi des temps dans des universités étrangères. Ça, c'est formidable. À mon avis, c'est ce qui est le plus important dans la formation d'aujourd'hui. Je dis le plus important parce que pour entrer dans cette école, j'imagine que vous avez été sélectionné d'une façon ou d'une autre. Donc vous avez les niveaux de compétences qui sont reconnus déjà. Et dans une école comme celle-là, ça vous m'en faisiez la confidence, c'est comme à l'ENA, quand on entre, on en sort. Bon, donc le chemin est balisé d'avance. Mais ce qui compte, c'est de diversifier ces expériences. Et c'est ça qui est en même temps passionnant. Donc bravo, puis je vous espère le meilleur. Voilà. Merci. Donc, c'est donc la fin de cette conférence. Au nom de toute l'équipe GEM en débat, je tiens à vous remercier, vous, Monsieur Guéant, de nous avoir fait l'honneur de venir à GEM. On remercie également nos partenaires Société Générale et Crème de la Crème. N'hésitez pas à vous inscrire à Crème de la Crème via le lien GEM en débat qui a été publié sur AdmiGEM. Donc voilà, merci Monsieur Guéant encore d'être venu et puis merci à tous. Oui, on a vu. Merci monsieur en tout cas.